Bienvenue dans ce premier épisode de la chaîne, le japonais en petite histoire. Que vous soyez débutant en japonais ou juste un curieux intéressé par cette langue, cette chaîne va vous permettre de comprendre la grammaire japonaise par la lecture et l'analyse de contes et histoires pour enfants. Nous allons lire ensemble le récit écrit par Rando Mikio qui tente d'expliquer pourquoi les montagnes se mettent parfois à gronder et à rentrer en éruption. Nous le lirons bien entendu en version originale, en japonais, et nous analyserons chacune des phrases pour proposer une traduction. Ainsi, dans le cadre d'un récit narratif, nous pourrons comprendre plus facilement la grammaire et sa mise en pratique. Apprendre une langue, c'est connaître du vocabulaire, ainsi que les règles de grammaire, mais c'est surtout comprendre comment se structure l'expression de la pensée. C'est ce que nous allons tenter d'explorer ici. Alors installez-vous confortablement et écoutez cette petite histoire en japonais. Kenkashita yama. Takai yama ga narande tatte imashita. Itsumo seikurabe o shite wa kenka bakari shite imashita. Kenka o yamero! Oi-sama mo ga iimashita. Le titre du récit est Kenkashita Yama. Kenka est un nom qui veut dire un combat ou une querelle en japonais. Parfois en japonais, lorsqu'on ajoute le verbe faire à un nom, on obtient un nouveau verbe. Le verbe faire se dit suru. Ainsi, kenka plus suru donnera kenka suru qui signifiera se battre, se quereller. Voici quelques autres exemples. Le nom, une étude, se dit benkyo. Donc benkyo plus suru, vous comprendrez que cela veut dire étudier. Un voyage, ryoko. Ryoko plus suru, ryoko suru, signifiera donc voyager. Toutefois, vous l'aurez remarqué, le titre n'est pas kenka suru mais kenkashita, qui est construit sur la base du verbe suru. Par conséquent, sa forme neutre passée sera kenkashita. Nous rencontrons ensuite notre premier kanji. Notre premier kanji qui est un nom et qui veut dire montagne. Et se prononce ici yama. Alors en japonais, les kanji peuvent avoir plusieurs prononciations. La lecture sino-japonaise, appelée onyomi, et la lecture japonaise, appelée kunyomi. Mais comment savoir quelle lecture utiliser ? Il est fortement conseillé de ne pas apprendre le kanji seul, mais d'accompagner l'apprentissage avec quelques mots de vocabulaire, les utilisant, ainsi que leur lecture. On peut toutefois dire qu'un kanji utilisé avec des hiragana se lira avec sa lecture kunyomi, alors que souvent ce même kanji accompagné d'autres kanji se lira en lecture onyomi. Mais pour éviter les erreurs, on vous conseille donc d'apprendre un kanji et quelques mots de vocabulaire. Comme ça, s'il y a plusieurs lectures onyomi ou kunyomi, vous saurez lequel utiliser dans ce cas-là. Passons maintenant à notre première phrase. Takai yama ga narande tatte imashita. Takai, c'est un adjectif qualificatif qui finit en i. En grammaire japonaise, on appelle ce type d'adjectif des kaiyoshi. Ils ont plusieurs caractéristiques. Ils sont variables en fonction de ce que l'on veut exprimer, la négation, le passé, la politesse. Ils peuvent constituer une phrase minimale complète à eux seuls. Par exemple, si je veux dire c'est cher, je peux simplement dire takai. Parce qu'ici, le i qui compose ce qualificatif fait office de verbe être. C'est comme s'il était intégré à lui-même. Bien entendu, dans un registre plus poli, on préférera ajouter à la fin des. Donc c'est cher. En poli, on dira takai des. Nous retrouvons dans la phrase ici notre kanji yama, notre nom yama. Nous avons ici ga, qui est notre première particule. C'est une particule de sujet. Ça veut dire que tous les groupes nominaux qu'il y a avant cette particule seront sujets de la phrase.
À la fin de cette phrase, nous trouvons le verbe, qui lui est appelé le noyau, ou le prédicat. Alors dans la suite, nous avons deux verbes qui se succèdent. Le premier verbe, narande, qui vient du verbe narabu, qui veut dire aligner, faire la queue, se mettre en rang. Et l'autre verbe, tate, voilà, c'est tate, qui vient du verbe tatse, qui veut dire se tenir debout, se dresser. Ces deux verbes sont à la forme suspensive, appelée aussi la forme en T. On va l'appeler la forme en T pour simplifier la prononciation. C'est une forme extrêmement importante en japonais et nécessite d'être maîtrisée car elle sert à lier des verbes dans une phrase et ainsi former des phrases plus complexes avec plusieurs verbes. Tous les verbes de la phrase qui sont liés au prédicat seront à la forme T. Le prédicat, lui, prendra la forme que l'on veut exprimer, selon le temps, selon la politesse, etc. Cette forme sert aussi à construire d'autres formes. Nous verrons cela plus tard. Donc, nous y voilà à notre prédicat de la phrase, qui est le verbe iru, à la forme passé poli. Imashita. Le verbe iru, qui veut dire être, exister pour les êtres vivants. Il peut se traduire par il y a. Ici, on est au passé poli, donc c'est il y avait. Alors, je vous fais une proposition de traduction. On pourrait traduire cette première phrase par « Il y avait de hautes montagnes qui se dressaient et s'alignaient ». Maintenant, cette proposition n'est pas parfaite. Je ne suis pas expert ni bilingue en japonais, donc si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voyez des erreurs aussi dans cette première analyse de phrase, pareil, je suis preneur, puisque en fait, cette vidéo elle est là pour nous faire progresser en fait ensemble. Passons maintenant à la phrase numéro 2. Itsumo sei kurabe o shite wa kenka bakari shite imashita. Le premier mot, c'est un adverbe. Itsumo, qui veut dire tout le temps ou toujours. Ensuite, sei kurabe. Sei est un nom, qui veut dire une taille ou une stature. Kurabe, c'est un concours, une comparaison, donc c'est un nom aussi. Sei kurabe, lui, fait référence en fait à une chanson pour enfants. Vous savez, cette fameuse fête Kodomo no i, là où on a des gros poissons qui flottent au vent. Donc c'est dans le cadre de cette fête-là. Et en fait, durant cette fête, les enfants marquent leur taille sur un repère pour se comparer chaque année. Une autre particule que nous rencontrons, c'est la particule O, qui désigne le COD de la phrase, placé derrière lui. Shite, ça vient du verbe suru, forme suspensive ou forme en T. Donc le verbe faire, la forme en T. Et nous retrouvons alors une particule. Cette particule s'écrit avec l'hiragana ha, mais se prononce wa. Alors elle est placée à la fin de shite et en fin de phrase. Vous voyez bien qu'il y a une virgule après. C'est une forme en fait informelle. C'est pour exprimer une habitude, quelque chose de systématique. Alors ici, ça se complique. Kenka bakare shite imashita. Alors ça peut faire peur au premier abord. Mais regardez, on connaît kenka. C'est un nom. Bakari, lui, on ne le connaît pas. Shite, par contre, lui, ça nous parle. Shite, c'est la forme en T de suru. Imashita, c'est la forme passée polie de iru. Donc jusque-là, en fait, au final, tout va bien. Il n'y a que Bakari qu'il va nous falloir définir. Eh bien, petit point grammatical. Pour exprimer une action répétée continuellement, donc en français, ne faire que quelque chose, eh bien, la formule magique pour exprimer cette idée, c'est vous prenez un nom, vous ajoutez bakari, vous ajoutez le verbe faire, à la forme T, donc shite, plus le verbe iru, et vous exprimez cette idée-là. Une autre façon de l'exprimer, c'est de prendre un verbe à la forme T, plus bakari, plus iru, à la forme neutre. Donc ici, la formule qui a été utilisée dans cette phrase, c'est la première que nous avons vue, donc c'est un nom, plus bakari, plus shite, plus iru. À la fin de la phrase, c'est imashita et pas iru, donc forcément, cette idée est exprimée au passé. Donc, ne faisait que dans le passé. N'oubliez pas que le japonais est une langue agglutinante. Voici une proposition donc de traduction. À chaque fois qu'ils comparaient leur taille, ils ne faisaient que de se quereller. Passons à la troisième phrase. Kenka o yamero. Oi-sama mo ga imashita. Alors,
On reconnaît donc kenka, hein, je passe vite fait maintenant, vous le connaissez. Cette particule de CO2, vous la connaissez aussi. Maintenant, ça c'est un nouveau verbe qui vient du verbe yameru, qui veut dire arrêter, stopper, abandonner. Et lorsque l'on veut conjuguer un verbe à l'impératif, lui donner la forme impérative, eh bien il suffit de supprimer la terminaison ru pour ici les verbes du deuxième groupe et lui rajouter ru. Donc yameru, impératif neutre, yameru. Vous voyez, c'est simple. Hein. Le nom suivant, donc o-i-sama. O-hi-sama. Nous rencontrons notre deuxième kanji, qui se lit ici hi. Donc o-hi-sama veut dire le soleil. On rencontre une nouvelle particule ensuite. La particule mo, qui veut dire aussi. La particule de sujet ga. Donc maintenant, vous voyez qu'on peut en fait cumuler des particules. Nouveau verbe. Le verbe iu, qui veut dire appeler, nommer, dire quelque chose. On supprime la terminaison en ou. Imashita, c'est la forme passé poli du verbe iu. Quelle traduction peut-on proposer? Tout simplement, arrêtez la bagarre, arrêtez la querelle. Disez aussi le soleil. Hein, là, dans le texte, je n'ai pas marqué, mais vu qu'il y a particule mot, qui veut dire aussi, donc disez aussi le soleil. Merci pour votre écoute, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez surtout pas à formuler des critiques. J'ai bien conscience que pour une première vidéo, rien n'est parfait, loin de là. Je ne suis pas prof de japonais, comme vous, je suis un apprenant, donc si vous voyez des erreurs dans mes explications sur les points grammaticaux abordés, dites-le moi en commentaire et j'apporterai le correctif lors de la prochaine vidéo. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant et en partageant la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Au programme de la prochaine vidéo, la suite du texte. Genki dene!